Alors aujourd'hui, on a deux signaux baissiers importants en même temps. Mais est-ce que deux, c'est vraiment mieux que un? Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Les actualités n'ont pas été véritablement mauvaises, mais une prise de conscience a saisi les investisseurs qui se sont rendus compte que cette histoire d'inflation était peut-être un petit peu plus toxique que ce qu'ils ont bien voulu croire jusqu'à présent. Et en tout cas, le Nasdaq a décroché et il n'a pas été le seul. Et la séance dans le positif symboliquement 0,01% pour le CAC 40 aujourd'hui est peut-être une bonne affaire compte tenu de ce qui s'est passé quelques heures plus tard aux États-Unis. Il demeure que nous sommes toujours pour l'instant dans cette situation, on va dire improbable, mais pas impossible statistique, qui est une sortie de ce biseau ascendant par le haut. Alors c'est peut-être un danger, puisque en même temps que l'on est sorti par le haut de ce biseau ascendant, on a armé la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5, et même si on est au-dessus, il suffirait que l'on clôture en dessous pour activer la vague de Wolf. On le sait, avec la possibilité d'aller chercher le point 4 ici à 6237. On verra ce qui va se passer, on va voir surtout comment on clôture mardi. Pour l'instant, le support journalier fait tampon entre les cours actuellement et le retour sur une éventuelle, sur l'éventuel point 4. Cette zone sera défendue par des haussiers. Est-ce que sera défendue suffisamment? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller le chercher? J'en sais rien non plus. Mais en tout cas, c'est une zone d'achat pour certains. Nous avons également les éléments de chandelier japonais à prendre en considération, mais encore une fois, tout en contextualisant, parce que généralement, je n'y fais pas trop mention, mais quand le CAC gagne 0,01%, alors que le Nasdaq, quelques heures plus tard, termine à moins 2,5%, on est obligé quand même de relativiser tout ce qu'on va pouvoir dire. En tout cas, on a une bougie ici qui a une longue mèche basse, un corps assez réduit. En tant que tel, c'est pas une mauvaise bougie parce qu'on termine plutôt dans le tiers neutre haussier. Bon, il est sûr que cette mèche basse montre les intérêts acheteurs qui se sont manifestés par des achats à bon compte sur les plus bas du jour. Mais il faut encore une fois se méfier parce que on pourrait très bien avoir ici une bougie assez dangereuse, je l'ai déjà dit, mais toujours pareil, intéressant de relativiser avec les bougies Aiki-Nashi, et pour l'instant on n'a rien d'alarmant, loin s'en faut. On a une bougie très haussière ici avec un long corps vert, une mèche haute réduite, pas de mèche basse. Ça, c'est une bougie de pression haussière normalement. Et nous avons donc les autres éléments à prendre en considération, à commencer par la moyenne mobile à 7 jours qui montre que la tendance de court terme est toujours haussière puisqu'on est au-dessus et qu'elle monte. La moyenne mobile à 20 jours également, ce qui veut dire que la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours aussi, ce qui veut dire qu'en fait que la tendance de fond est haussière. Et les bandes de Bollinger, attention, on a vu hier qu'on avait fait un T1, on avait même regretté que la Bollinger inférieure monte au lieu de descendre, parce que si elle était descendue, ça aurait accru les probabilités d'avoir un T2, et effectivement aujourd'hui on n'a pas de T2, on a à la place une réintégration des bandes de Bollinger, et on a déjà backtesté ça, on sait qu'il y a une probabilité non négligeable d'aller chercher la moyenne mobile à 7 jours, je vous renvoie au précédent backtest, et nous avons également la moyenne mobile à 200 jours qui montre que pour l'instant, quoi qu'il puisse arriver dans les médias, regardez comme la tendance de long terme est haussière avec une moyenne mobile à 200 jours très en dessous des cours. Les éléments techniques autres nous montrent deux signaux haussiers très importants. Le MACD qui est un indicateur très lourd qui croit son signal à la hausse, et le cycle de Schaff également qui délivre un signal haussier en passant au-dessus des 25. Ce qui nous amène au backtest du jour. Donc on avait posé en question préliminaire la question suivante, qui est de savoir le fait qu'on ait deux poids lourds qui délivrent un signal haussier, est-il une bonne chose ou pas? Alors le MACD et le cycle de trend de Schaff
ont déjà été backtestés individuellement et on a vu que ça fonctionnait. Ok, et on n'a pas backtesté quelque chose en fait qui arrive relativement rarement, c'est qu'il y a un signal conjoint. Comme vous voyez sur cette bougie-ci d'aujourd'hui, le MACD passe en même temps, exactement au même moment au-dessus de son signal, alors que le cycle de Schaff passe au-dessus de 25. Donc j'ai décidé de backtester la chose suivante. Si je prends le plus bas du cycle de baisse du MACD précédent, c'est-à-dire ici. Vous voyez, le cycle de baisse du MACD, il est là, le plus bas, il est ici. Ok, donc j'ai décidé de regarder la chose suivante. Est-il plus plausible, une fois qu'on a eu le signal haussier, que l'on aille chercher le plus bas, à savoir moins 2,34, ou que l'on aille faire plus 2,34 à la place? Et donc c'est un backtest très très simple. Et c'est parti. Alors là, on voit que c'est un succès, puisque comme vous pouvez le constater, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et alors que le signal a été donné sur cette bougie, il ne fallait pas aller chercher moins 4%, il fallait aller chercher plus 4%. Et vous voyez, là, on est déjà à 4,28. Donc c'est bon, c'est un succès. On va aller plus vite parce que c'est un backtest assez simple. Un échec, ne faites pas attention à la flèche, c'est autre chose. Un échec. Attendez, je vais enlever mes moyens mobiles parce que ça gâche un petit peu la vue. Voilà. Encore un échec, un succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès, un échec, un échec, un succès, un échec, un succès, un succès, un succès, deux échecs, un troisième échec, un quatrième échec consécutif, un cinquième échec consécutif, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un échec, un deuxième échec, un troisième échec, un succès, et ça y est, c'est terminé. Et on arrive au bilan suivant. Sur 30 occurrences, eh bien, il y a 13 succès et 17 échecs, autrement dit, 43% de chance d'avoir raison dans cette stratégie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que bon, c'est pas brillant du tout, alors que bon, il y avait plein d'autres façons de backtester ce qui s'est passé. Là, j'ai décidé de prendre cet objectif et ce stop loss. Encore une fois, hein, c'est un exemple parmi d'autres, simplement destiné à partager ma méthode de travail. Mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, on voit que ce n'est pas une stratégie gagnante, alors qu'on aurait pu penser le contraire pour des indicateurs qui sont généralement assez fiables. Du coup, j'ai modifié le backtest et j'ai regardé si, en réduisant le taux de succès mais en augmentant l'objectif et le profit, si ça devenait rentable. Autrement dit, j'ai regardé ce qui s'est passé. Donc, je vous donne un exemple ici avec cette occurrence-ci. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il fallait pas aller chercher 4,92, il fallait au contraire aller chercher 4,9 fois 2, à savoir 9,6. Et vous voyez, on n'a pas fait 9,6, on est descendu, on allait déclencher les 4,9 à la baisse. Donc c'est un échec, c'est le sens des petites flèches rouges. Là, ça a fonctionné, je vous le montre une fois. Ok, sur cette bougie, ça donnait 3,95. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 3,95 ou on a fait plus 8 d'abord? On a fait beaucoup plus que plus 8. Donc ça, c'est un succès. Bref, je ne vais pas vous infliger ça une deuxième fois, mais le résultat s'avère très décevant également, puisque cette stratégie aura fonctionné 8 fois et échoué 21 fois. Autrement dit, ce n'est pas rentable non plus. Alors, deux choses à considérer. La première, c'est que ce backtest n'a absolument aucune validité scientifique. Je fais comme s'il avait une validité, mais 30 occurrences, ça ne suffit pas pour établir des lois. Donc, vous devez impérativement aller plus loin et backtester davantage si ça vous met la puce à l'oreille et que vous êtes intéressé. Deuxième des choses, eh bien, vous voyez bien qu'un signal positif, parfois, c'est mieux que deux signaux positifs au même moment. Ça dépend. On ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Et 3, il semble bien que cette technique fonctionne comme un signal inversé. Autrement dit, l'idée ici, c'est de spéculer à la baisse, en fait, hein, très clairement. En tout cas, on termine avec l'Ishimoku. Alors, l'Ishimoku nous dit la chose suivante.
C'est toujours haussier pour l'instant, c'est très clair. On est au-dessus du nuage qui monte, on est au-dessus de la Kijun qui monte, on est au-dessus de la Tenkan qui monte. Il n'y a absolument aucune raison pour l'instant de s'alarmer, même si une attaque baissière devait avoir lieu, même si on devait clôturer en dessous de la Tenkan, on a déjà vérifié que c'était pas très très dangereux. Hein. Par contre, si on devait clôturer en dessous de la Kijun, ça serait un autre son de cloche, mais pour l'instant, vous voyez, on a de la marge puisque on resterait en tendance globalement haussière, même si on perdait encore 2,6%. Donc voilà, c'est simplement pour se préparer à la séance de demain. On termine donc avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire ? Si vous voulez spéculer à la hausse, eh bien, vous pouvez par exemple attendre que l'on revienne sur ce support, c'est une possibilité, et prendre une position à l'achat à partir de ce support. Hein. L'idée serait par exemple de parier sur un retour sur les précédents sommets, ici à 1,48, si on met un stop en dessous du point 4, par exemple, allez à 1,2, on a un ratio gain-risque super à 1, il n'est pas génial ce ratio gain-risque, mais ça permet de se protéger d'un retour sur le point 4 correspondant à l'objectif de la vague de Wolf. Enfin, c'est pour ça que j'ai pris ça. Maintenant, il est tout à fait envisageable aussi d'attendre que l'on descende plus bas. Donc, je ne sais pas quelle sera l'ampleur de la baisse, ni même si baisse il y aura, mais en tout cas, c'est une possibilité. Le prochain support, encore une fois, il est là. Hein. Et si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez tout à fait prendre après avoir backtesté davantage que je l'ai fait, hein, l'indicateur inversé que je vous ai proposé, puisque bon, vous avez compris que vous avez 57% de chance de faire moins 2,3 avant de faire plus 2,3. Donc voilà, ça pourrait vous intéresser également. Quant à moi, je ne dis pas que je ne vais pas trader, mais je ne vais rien proposer pour l'instant pour deux raisons. La première raison, c'est que on n'est pas sur une résistance. Donc je ne veux pas vous encourager, je ne veux pas encourager les débutants à spéculer à la baisse alors qu'on n'est pas sur une résistance. On ne spécule pas normalement à la baisse alors qu'on est au milieu de nulle part. On le fait quand on a cassé un support ou quand on est sur une résistance pour respecter la vulgate, on va dire. Et acheter me semble un petit peu prématuré dans l'instant, hein, puisque on n'est pas sur un support et je ne sais pas. J'ai du mal actuellement à justifier un achat sur le CAC 40. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas lundi, mais je vous dirai de toute manière dans la séance précédente si je le ferai. Mais il y a une contradiction pour moi entre le fait d'acheter sur ce support journalier et la vague de Wolf qui se déclencherait. Si on allait chercher le point 4, on serait plus sur un support. Donc voilà, je ne suis pas bien. Je serais plutôt acheteur ici en fait. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur l'or, sur l'argent et enfin sur les indices, sur les cryptos, l'analyse technique de moyen terme et également l'analyse technique de l'or, tout ça, ça vous tend les bras. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour la mise à jour.